Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Rien ne ressemble à une émission des vraies voix, j'ai envie de vous dire. Bonsoir, merci d'être avec nous. Ça va Philippe David? Oh, quand je suis en votre compagnie, en celle des vraies voix, ça ne peut aller que bien, vous le savez. Ouais, c'est une émission atypique, avec des gens atypiques, avec des sujets du jour, avec des opinions qui changent et qui se combattent parfois en tout cas. On voulait vous remercier pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. On est très contents et puis on va vous parler d'une petite campagne. Sud Radio près de chez vous, vous savez que à Béziers, à Cannes, à Nîmes, à Lyon, vous allez découvrir des affiches des vraies voix avec Philippe et moi. Et si vous vous prenez en selfie devant, vous la taguez, vous la diffusez sur Twitter, sur Instagram, vous nous taguez et vous aurez la possibilité d'être tiré au sort pour remporter des cadeaux. Et si vous voulez savoir où sont les panneaux, bien entendu, les grands panneaux, vous allez sur le site internet. Absolument, sur le site internet de Sud Radio. Alors je tiens à rappeler une chose sur la photo, la femme blonde c'est Cécile et l'homme chauve c'est moi, faut quand même le dire. Oui, mais sur le site internet pour faire quoi? Pour trouver des indices. Absolument. Voilà, donc vous n'avez rien compris, d'accord, très bien. Donc c'est bien que je vous l'ai rappelé il y a 5 minutes, voilà. Et vous me regardez, l'air de dire de quoi parle-t-elle. En tout cas, voilà, c'est la possibilité de remporter des cadeaux et on vous réexpliquera encore tout à l'heure. En tout cas, on est ravis de vous accueillir. Allez, le sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30. Tu consommes, tu cautionnes. C'est la campagne choc de la ville de Valence pour responsabiliser les consommateurs de drogue. Elle se déploie alors que les voitures de police ont été incendiées à Cavaillon, dans le Vaucluse, et peu après des opérations anti-drogue. À Marseille, 128 points de deal recensés et 2000 personnes mises en examen en lien avec des stupéfiants, indique le procureur. Alors parlons vrai, les principaux responsables du trafic de drogue ne sont-ils pas les clients ? Puisque si pas de consommateurs, pas de trafic. Est-ce que ce type de campagne peut sensibiliser les consommateurs? Et à cette question, trafic de drogue, soutenez-vous la campagne de communication de la ville de Valence? Tu consommes, tu cautionnes. Vous dites oui à 70%. Vous pensez que c'est une bonne chose ou vous pensez que c'est de la roupie de Sansonnet? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Éric Henry, délégué national du syndicat Police Alliance, sera avec nous. Et puis le coup de projecteur des vraies voix. La dépression Kirk a balayé la France. 67 000 foyers privés d'électricité, des centres-villes inondés et un plaisancier décédé au large de Sète. Situation beaucoup plus critique encore aux États-Unis où l'ouragan Milton, hyper dangereux, a atteint la Floride. Des vents à 165 km/h enregistrés hier soir. Des maisons détruites. 1 600 000 foyers privés d'électricité outre-Atlantique. Alors parlons vrai. Pensez-vous que ces événements climatiques extrêmes vont se multiplier? Craignez-vous que des zones entières de la France deviennent inhabitables? Et à cette question, pouvons-nous encore enrayer les conséquences du dérèglement climatique? Vous dites non à 57%. Vous voulez réagir encore et toujours, le 0826 300 300. Et Karine Durand sera avec nous, spécialiste des phénomènes météo extrêmes. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et tonton Philippe Bilger est avec nous. Tonton. Ça va tonton? Mais j'ai eu un moment de saisissement, Pourquoi? une pratique de publicité qui est une véritable rupture. On vous a mis tous les deux sur la photo et pas seulement vous, ma chère Cécile. Non, on nous a mis tous les deux. C'est une pratique tout de même importante. Oui, non, c'est important. Mettre le roi du calembour sur une affiche. Mais comment ça se voit pas le calembour sur l'affiche? Et vous vous rendez Notre compte adorable cochonou bis. Au bon Pas accueil. encore appelé cochonnerie n'étant pas Georges Clooney. Je vais vous faire le jingle. Au bon accueil, bonjour. Voilà, et on est ravis d'accueillir Mona Jafarian qui est avec nous, présidente de l'association Femmes Azadi. Bonsoir, Bonsoir. Mona. Bonsoir. Mona en vraie voix, ça c'était une délicieuse émission. Moi j'adore, je suis très contente. Merci. Bienvenue en tout cas, Sébastien Ménard est avec nous, entrepreneur dans la food tech et dans les médias. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Il était temps que je vienne. Ah bon, pourquoi? Je vous ai écouté toute la semaine. Oui. Et honnêtement, je rongeais mon frein. Donc je suis très très heureux d'être avec vous. Est-ce que vous avez fait des bons scores ou qui c'est qui l'a dit? Je me suis entraîné tout seul. Voilà, tout ça. Et j'ai gagné. Et moi j'ai été très mauvaise la semaine dernière, donc Ouais, j'aurais dû mais m'entraîner bon, un vous petit allez peu. voir, ça arrange tout ça, arrange Philippe Bilger. Allez, Plus 0826. on est mauvais, mieux c'est. Voilà, mais ça arrange. Et, même dans les prises de parole. Donc, Jean-Baptiste est avec nous d'Aix-en-Provence. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir, merci pour votre accueil. Ah bah écoutez, on est Bonsoir. ravis. L'importance de la laïcité après l'agression de l'enseignante à Tourcoing, selon vous? Il serait temps que dans ce pays, qui est historiquement celui des guerres civiles de religion, nous rappelions que la laïcité c'est un combat et pas une négociation.
que la France a mené le combat laïque et qu'elle n'a pas négocié avec les catholiques lorsque l'on a retiré les crucifix des salles des écoles publiques. Absolument. Que la France n'a pas négocié avec l'Église lorsqu'elle a pris la décision d'expulser de son territoire les jésuites et autres congrégations religieuses. Et il serait bon de prendre en compte que nous revenons en arrière, à quasiment plus d'un siècle en arrière. Très rapidement, je voudrais vous citer une phrase de Clémenceau. « La grande affaire à venir, c'est la victoire de la loi républicaine sur le dogme religieux, des droits de l'homme sur les droits de Dieu. » Il disait ça avant la loi la loi de séparation et les lois sur l'école laïque en 1875. Petite réaction de Philippe Bilger. J'aime beaucoup Clémenceau, mais tout ce qu'il a dit n'est pas juste. Mais enfin, ceci étant dit, je suis assez d'accord sur le fait que la laïcité est un combat et n'est pas une douce habitude. Il faut se battre pour elle. Pour rebondir dessus, je vais citer Victor Hugo. Vous êtes d'accord avec ça, Mona Djafarian? L'église chez elle, l'État chez lui? Bien évidemment, et d'autant plus, vous imaginez bien, vu mon combat quotidien, effectivement, c'est un combat et il doit être non négociable. Et je pense qu'il faut arrêter de céder à toutes les injonctions bien pensantes de tous les mouvements d'extrême gauche qui veulent nous faire croire que ce serait de l'islamophobie. Moi, je le dis toujours, les Français ont versé leur sang pour être débarrassés de la religion dans l'État. C'est pas pour revenir en arrière pour une autre religion qui n'est pas la leur à la base. Sébastien Ménard. La laïcité, c'est effectivement un combat, c'est un droit, c'est un devoir, mais attention quand la laïcité devient finalement elle-même inquisitrice par rapport aux libertés individuelles et à la capacité des uns, des unes, des autres de pouvoir penser et de prier pour qui il veut. Merci Jean-Baptiste. On vous garde jusqu'au qui c'est qui l'a dit. Vous pouvez réagir quand vous voulez, bien entendu. Je pense qu'il va être bon, qui c'est qui l'a dit. Oui, il va être bon. Oui. Mais quelqu'un qui cite bon Clémenceau ne peut être que bon. Oh, ça va toucher. Avec ses grandes phrases, on n'aura Philippe pas David. de phrase de Clémenceau tout à l'heure. J'espère qu'on aura Retailleau. Ça finit pareil. On peut se tromper, Philippe. Allez, dans un instant. Et tous les deux Vendéens. En plus, oui. Le procureur il va le parler, le procureur. Justement, on va parler du cas Retailleau selon Le Point. Selon Le Point. Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David et les vraies voix du jour. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix. On est ravis de vous retrouver comme tous les jours avec Philippe Bilger. Aujourd'hui, Philippe Bilger qui va gagner au qui c'est qui l'a dit 14 points. Vous avancez. Non mais j'ai annoncé. Cécile, si vous m'aidez. Bah oui, mais là j'ai pas les réponses. Ça va pas changer beaucoup d'habitude. Oh mais arrêtez. Je l'espère. Je vais porter plainte contre vous pour diffamation, Philippe David. Mettez-moi les menottes tout de suite. Ouais, je vais. Là, vous savez pas quel point. Mona Djafarian est avec nous. Ça va, Mona? Ça va. Et Sébastien Ménard est avec nous, bien entendu. Et puis il y a Félix aussi. Bonsoir Félix. Bonjour Félix. Félix, dans un instant, les 3 mots dans l'actu. De quoi parle-t-on? On va parler de ce codétenu de 22 ans égorgé par un codétenu au Baumette à Marseille, de ces intempéries, 2 départements toujours en vigilance rouge ce soir, la Seine-et-Marne et l'Eure-et-Loire, et puis de Raphaël Nadal. Il tire sa révérence, il se retire du tennis professionnel à la fin de cette saison. En 3 mots, ça donne horreur, tempête et légende. Tout de suite, la parole est au procureur. Les vraies voix Sud Radio. Le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et de manière assez surprenante, vous allez dire du bien de Bruno Retailleau, monsieur le procureur. Oui. Vous dire que Mais dans le qui c'est qui l'a dit, vous le citiez à chaque fois depuis des mois. Je dis du bien et du mal avec une totale sincérité. On le sait, et c'est pour ça que j'aimerais pouvoir dire du bien de vous plus souvent. Mais en fait, Bruno Retailleau, dans Le Point, fait l'objet d'une excellente enquête et qui est baptisée le cas Retailleau. C'est le terme de cas qui me perturbe, comme si en réalité une personnalité comme la sienne, atypique dans un monde politique relativement frileux, était une exception. Au fond, voilà un homme qui depuis toujours pense ce qu'il pense, qui a toujours fait preuve d'un conservatisme intelligent, qui devient ministre et qui tout simplement dit « Il n'y a aucune raison pour que je ne concrétise pas mes promesses et mes engagements et les Français me jugeront aux actes ». Il a mis en place un ensemble de polémiques, de controverses,
d'affirmations qui sont très intéressantes parce qu'elles bousculent le politiquement correct, et en particulier à l'égard de son collègue, le garde des Sceaux, Didier Migaud, auquel il rappelle quelques règles fondamentales. Donc j'ose dire que Bruno Retailleau n'est pas un cas, mais pourrait être un exemple pour beaucoup de ministres. Ma chère Cécile, mon cher Philippe. Sébastien Ménard, Philippe Bilger, c'était In Love with Gabriel Attal, maintenant c'est In Love with Bruno Retailleau. Rien à voir, parce que Bruno Retailleau ne joue absolument pas sur la séduction. Alors, ce que dit Philippe Bilger, c'est peut-être intellectuellement mieux dit que ce que pensent les Français. Mais les Français pensent effectivement, et je suis pas l'avocat ni l'ambassadeur de Bruno Retailleau, mais je dirais sa conception de l'articulation police-justice est totalement en phase avec l'opinion publique. Donc de ce point de vue-là, il est cohérent à la fois au présent avec l'opinion publique, mais il était déjà, je dirais, cohérent avant d'être ministre de l'Intérieur. Donc de ce point de vue-là, oui, il est cohérent. Après, il y a Retailleau, pour celles et ceux qui ne le savent pas, a été pendant de longues années ce que Ciotti a été pour Estrosi. Lui, il a été pour Philippe de Villiers, avec des controverses en Vendée, etc., mais dont on reparlera une autre fois. Mona Djafarian. Moi, je trouve qu'il est assez fidèle à ce qu'il a toujours été. Et puis, je sais qu'en tant que citoyenne, j'entends autour de moi ce que les gens disent. Et ce qui revient le plus, c'est enfin quelqu'un qui a de la poigne, enfin quelqu'un qui comprend qu'on en a marre de l'insécurité, enfin quelqu'un qui a décidé d'agir. Et je pense que le fait qu'ils disent qu'en 3 mois, il va prouver aux Français que c'est possible de faire, ça joue beaucoup sur l'opinion publique aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe Bilger. À tout de suite les 3 mots dans l'actu. C'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Avec 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont horreur, tempête et légende. Scène d'horreur dans la prison surpeuplée des Baumettes à Marseille. Un détenu de 22 ans en détention provisoire a été égorgé avec un tesson de bol cassé, presque décapité par son codétenu. L'Eure-et-Loire et la Seine-et-Marne en vigilance rouge au cru. La tempête Kirk a plongé 67 000 foyers dans le noir et beaucoup de communes les pieds dans l'eau. Et puis une légende, un guerrier, les superlatifs de sortie pour saluer Rafael Nadal. L'Espagnol annonce sa retraite à la fin de la saison après une carrière marquée notamment par ses 14 victoires à Roland-Garros. Les vraies voix Sud Radio. Il attendait son procès dans la prison surpeuplée des Baumettes à Marseille. Un homme de 22 ans en détention provisoire a été égorgé, presque décapité par son codétenu de 25 ans qui lui était déjà condamné. Tous deux se trouvaient incarcérés dans la même cellule pour des petites affaires de trafic de stupéfiants. Sur place, une cellule psychologique a été ouverte. Les surveillants sont évidemment sous le choc, raconte Catherine Forzy, la secrétaire du syndicat Force ouvrière pour la prison marseillaise. Quand ils ont ouvert la cellule, un film d'horreur, une mare de sang, la tête à moitié tranchée. Donc voilà, les agents très très choqués de ce qu'ils ont vu. Il a cassé son bol qu'ils ont, puisqu'ils ont un minimum de vaisselle, assiette, bol pour déjeuner, il a cassé et il s'en est servi comme arme. Moi, ce qui me met en colère au-delà de ça, c'est qu'au quartier arrivant des Baumettes, et je pense que c'est un peu partout pareil, c'est devenu un fourre-tout, où on met tous les détenus parce que les détentions n'ont plus de place et sont surpeuplées. On est à 155% de taux d'occupation ici aux Baumettes. Là, ce qui me rend folle, c'est que quand même, on met ensemble un condamné, un prévenu. Il faut que l'administration, là, à un moment donné, elle s'explique. Catherine Forzy de FO pénitentiaire aux Baumettes au micro Sud Radio de Lionel Maillet. Philippe Bilger. Elle a totalement raison. L'anomalie, c'est qu'on met ensemble un prévenu et un condamné, et puis probablement, on n'en fait pas plus long aujourd'hui. Je serais curieux de connaître l'état mental de celui qui l'a égorgé. Enfin, ça devient extravagant et hallucinant, tout ça. Et visiblement, c'est pas les premiers. Surtout qu'apparemment, de ce qui est dit, c'est le quartier des arrivants. Donc, c'est quand même censé être là où on accueille ceux. Donc, quelqu'un peut se retrouver parce que il a récidivé sur un excès de vitesse ou effectivement, si on commence à mélanger des détenus condamnés pour des faits graves et des arrivants qui sont censés avoir cette phase finalement de transition avant de gagner le reste de la prison, c'est assez compliqué, effectivement. Sébastien Ménard. En 2002, on avait créé un secrétariat d'État au programme immobilier de la justice, monsieur le procureur général. On n'en a pas fait grand-chose. Voilà. Non, je dis qu'à un moment donné, il faut juste qu'on ait le courage, parce que la dignité de notre pays, c'est aussi ça, c'est avoir le courage de construire des établissements pénitentiaires, ce qu'on n'est pas capable de faire.
Il y en a en construction. Oui, sauf pas assez. Oui, ça c'est sûr que c'est pas assez. Oui, mais je crois que c'est les autorisations qui sont très dures aussi à obtenir, parce que qui a envie de se retrouver avec une prison dans sa ville. Donc c'est là, voilà, exactement. Tout en réclamant des prisons. Il y a un sacré tabou. Il y a des plans de construction actuellement, mais on a passé des années sans qu'il y ait la programmation, et il n'y avait pas la moindre première pierre d'établissement. Rien du tout. Allez, le deuxième mot, tempête avec l'Eure-et-Loire et la Seine-et-Marne en vigilance rouge crue. La dépression Kirk a provoqué 3700 interventions de pompiers, des inondations et 67 000 foyers privés d'électricité. En Seine-et-Marne, le Grand Morin, l'un des affluents de la Marne, est sorti de son lit avec un pic record à 3,79 m par endroit, soit 37 cm de plus que lors du précédent record de 2016. Le village de Pommeuse s'est donc réveillé les pieds dans l'eau ce matin. Sur place, Johan s'était pourtant préparé à cette arrivée de l'eau. Je veillais en fait depuis hier soir, j'ai fait une nuit blanche. J'ai suivi de très près le niveau du Grand Morin qui était en train de monter. Il est rentré en s'infiltrant par les murs aux alentours de 8h30 et depuis ça ne fait que monter. On s'est adapté avec ce qu'on a supposé être bon, c'est-à-dire surélever l'électroménager, mettre tout ce qui était électronique en hauteur. On a pensé qu'avec des petits sacs de sable devant la porte d'entrée ça suffirait. L'eau est montée bien trop haut, pour le coup ça n'a servi à rien. Johan sinistré à Pommeuse en Seine-et-Marne au micro Sud Radio de Rémi Dos Santos. Allez-y. Troisième mot, légende, un mot qui revient depuis l'annonce ce matin de la retraite de Rafael Nadal. L'Espagnol de 38 ans reposera la raquette à la fin de la saison. Il l'a annoncé ce matin en vidéo. Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. Salut tout le monde, je suis là pour vous annoncer que je me retire du tennis professionnel, indique Rafael Nadal qui évoque une décision difficile. On l'imagine, un message accompagné du mot gracias dans toutes les langues, dont le français. Merci, nous dit le tennisman espagnol qui a notamment brillé évidemment à Roland-Garros, 14 victoires. La réalité, c'est que ces 2 dernières années ont été difficiles, explique-t-il. Mais dans cette vie, ajoute-t-il, tout a un début et une fin. Et c'est le bon moment, dit-il, pour mettre le point final à une carrière qui a été longue et avec bien plus de succès que je ne l'aurais jamais imaginé. Quelle élégance! Absolument, mais moi je regrette une chose, c'est qu'il m'empêchait de dormir, Nadal, parce que j'étais pour Federer et il le battait à chaque fois à Roland-Garros. Ça me perturbait. Il y aura maintenant un autre vainqueur à Roland-Garros, je ne sais pas qui, mais en tout cas, Nadal, vous avez raison, ma chère Cécile. Quelle allure et quelle tenue. Une certitude, il restera à mon avis le plus grand joueur de terre battue de l'histoire. 14 Roland-Garros, Sébastien Ménard, fan de sport. Tiens, on va lui proposer de devenir vraie voix, mais si jamais ça l'intéresse. Ce serait bien sûr. Et il a fait des efforts pour le français, contrairement à l'entraîneur du PSG. Ça, on est bien d'accord. Sébastien Ménard. On a une génération de tennisman qui sont classe, qui sont smart et surtout qui ont été extraordinairement performants. C'est le cas de Federer, c'est le cas de Djoko et c'est le cas de Nadal. Ce sont des grands champions. Excusez-moi, c'est la plus grande génération de l'histoire du tennis. On a 3 champions concomitants qui ont gagné à eux 3 plus de 60 grands chelems. C'est jamais vu. Attendez, on n'a peut-être pas le temps. On a un peu de temps, sinon je vous aurais engueulé. Quand vous m'auriez engueulé. Quand j'avais 16 ans ou 18 ans et que Roland-Garros était vide, il y avait d'extraordinaires champions australiens, américains. Lever, Newcombe, etc. Mais ils n'ont pas gagné. Alors c'est vrai que Lever a fait 2 grands chelems, mais là ils ont gagné. Les 3 ont gagné les 4 grands chelems et ont performé pendant 15-20 ans, c'est quand même énorme. Mais je peux vous dire ensemble, si on avait pu imaginer des rencontres entre hier et aujourd'hui, eh bien ceux d'hier auraient certainement gagné. Ça, j'en suis pas convaincu. Mais excusez-moi. Moi non plus. Vous n'en êtes pas convaincu. Alors, excusez-moi. Donc j'ai raison. Excusez-moi. Quand vous voyez le physique d'un Nadal sur terre battue, il aurait explosé un Rod Laver et je pense même qu'il aurait explosé un Björn Borg. Allez, c'était la balle de match. Philippe, c'est fini? Non, je finis. Vous avez fini. C'est bon, là, je veux dire, je mis le passing shot gagnant, il est cuit, là. Ok, je mettrais bien un coup de raquette, moi, vous allez voir, ça vous calmer. Des promesses, toujours des promesses. Allez, vous restez avec nous. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Dans un instant, tu consommes, tu cautionnes. C'est la campagne de choc de Valence, lancée alors que les violences liées au trafic de drogue s'intensifient un petit peu partout, comme à Cavaillon, par exemple. Peut-on freiner véritablement ce trafic ?
Alors parlons vrai. Les principaux responsables du trafic ne sont-ils pas les consommateurs? Car si pas de consommateurs, pas de trafic. Est-ce que ce type de campagne peut sensibiliser les consommateurs à arrêter de consommer? Et à cette question, trafic de drogue, soutenez-vous la campagne de communication de la ville de Valence? Tu consommes, tu cautionnes. Vous dites oui à 72%. Vous voulez réagir? Aude prendra tous vos appels au 0826 300 300. Et Eric Henry, délégué national du syndicat de police Alliance, est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. La France, le pays d'Europe le plus consommateur de drogue aujourd'hui? Bonjour. Bonjour. Alors en effet, la France est le premier pays consommateur de drogue. C'est 22 millions. En ce qui concerne le cannabis, je vais être plus précis, c'est 6 millions d'usagers, dont environ 1,5 million de consommateurs réguliers. Et ben voilà. Donc c'est énorme, c'est le premier pays consommateur de l'Union européenne, en effet. Et on va c'est un vrai sujet. Et on en parle dans un instant, bougez pas, on revient, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Nous étions, chers amis, en pleine discussion hors antenne sur l'alimentation. Tiens, dites-nous. Ça n'était pas Philippe David. Non, pour une fois. Non, moi je vous écoutais. J'allais dire le mot entrecôte et là il aurait forcément une réaction. Mais on aurait taillé une bavette, oui. J'ai dit soupe, donc forcément ça ne peut pas l'intéresser. En tout cas, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Sébastien Ménard qui est avec nous, avec Mona Jaffarian qui est avec nous, présidente de l'association Femmes Azadi, et Philippe Bilger. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Tu consommes, tu cautionnes, c'est le slogan de la campagne. Il est environ 5 heures ce matin quand l'incendie débute. À l'intérieur du bâtiment, 3 policiers et 5 gardés à vue sont présents. Ils seront évacués par les pompiers. Alors c'est d'abord une campagne d'affichage que nous commençons ce matin, mais qui a déjà débuté il y a 15 jours avec un clip vidéo. Oui, des jeunes qui ont entre 14 et 21 ans et qui représentent 60% des mises en examen pour assassinat ou tentative d'assassinat liées au trafic de drogue à Marseille. Pourquoi s'intéresser aux consommateurs? Parce que s'il y a du trafic de drogue dans la ville de Valence et dans le département de la Drôme plus globalement, c'est parce qu'il y a des consommateurs. Oui, oh là là, il n'y a pas de musique, mesdames et messieurs. Tu consommes, tu cautionnes. C'est la campagne choc de la ville de Valence pour responsabiliser les consommateurs de drogue. Elle se déploie alors que des voitures de police ont été incendiées à Cavaillon. Vous l'avez vu dans le Vaucluse, peu après des opérations anti-drogue. À Marseille, 128 points de deal recensés, 2000 personnes mises en examen, en lien avec les stupéfiants, bien entendu. En tout cas, c'est ce qu'indique le procureur. Alors parlons vrai. Est-ce que ce type de campagne a pour vous une utilité ou est-ce que c'est de la roupie de Sansonnet? Est-ce que certaines villes sont devenues des narco-villes, comme il y a des narco-États, quand on voit 128 points de deal recensés à Marseille? Vous pensez que vous soutenez la campagne de communication de la ville de Valence, tu consommes, tu cautionnes, ou vous pensez qu'elle ne sert à rien? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Et pour le moment, vous dites que vous la soutenez à 72%. Eric Henry est avec nous, délégué national du syndicat de police Alliance. Merci d'être avec nous. C'est courageux, Philippe Bilger, peut-être pour une ville, de faire cette campagne. Sûrement. Alors en même temps, il me paraît tout à fait juste de considérer que ceux qui consomment sont d'une certaine manière complices du trafic qui les dépasse. Ouais. C'est très juste l'idée. Si j'ai une réserve, c'est que par un pessimisme, malheureusement que la réalité ne cesse de démontrer, c'est le fait que je ne crois pas que des addictions comme celles qui existent vont être détruites, en tout cas battues en brèche par ce type d'affiche. Et seconde observation, je regrette que pour le jeu de mots, bien sûr, je comprends bien consomme, cautionne, il y ait dans le second terme une forme de petite ambiguïté. J'aurais trouvé plus clair quelque chose du genre tu consommes, tu approuves, mais je comprends qu'on ne l'ait pas pris, donc c'est formidable, mais je doute de son impact. Sébastien Ménard. C'est de la com. Clairement, c'est de la com. Ça sert à rien. Moi, je le dis, ça sert à rien. Aujourd'hui, quand vous êtes consommateur de stupéfiants,
qu'on vous incrimine, qu'on vous critique. Voilà, à un moment donné, ce que les gens comprennent, c'est la peur du bleu, c'est la peur du gendarme, c'est la peur du policier. Encore que, pas partout, mais se cacher derrière des punchlines, derrière des campagnes de communication, etc. Honnêtement, ça ne dissuadera pas les consommateurs, les clients et encore moins les ordonnateurs, les dealers et je dirais les instigateurs de tous ces systèmes mafieux qui gangrènent notre société, qui gangrènent notre pays. En clair, c'est voilà. Bon, je connais un peu la collectivité de Balance, je connais un peu les élus. Mais bon, tout ça, franchement, c'est du bidon, ça sert à rien. Mona Jafarian. Ouais, moi je suis assez d'accord parce que si on prend par exemple le cas des fumeurs, je veux dire, on vous montre tous les jours sur votre paquet de cigarettes ce que provoque la cigarette. Donc des si on n'a pas du pitié, poumon, etc. Oui. Si on n'a pas pitié de sa propre santé, pourquoi d'un coup on irait se soucier qu'il y ait une balle perdue quelque part une fois dans l'année qui puisse toucher C'est pas pareil, je trouve. Ouais, mais je trouve que quand on parle souvent en plus d'addiction, de drogue, c'est hyper compliqué quand même de se remettre en question et de se rendre compte à sa petite échelle. Et moi je suis assez d'accord. Et moi j'ai découvert un monde complètement parallèle sur la drogue parce que là on parle beaucoup de la DZ mafia. Et en fait, je sais pas si vous êtes baladé un peu sur TikTok, mais en fait ils ont limite leur chaîne TikTok où on raconte les exactions commises et il y a des millions et des millions de vues de personnes qui suivent ça comme on suit une série Netflix avec des cartels. Donc c'est pas tout à fait la même chose que les cigarettes. Donc c'est pour ça que je me dis bon, est-ce qu'il vaut pas mieux agir effectivement là on les voit carrément faire un communiqué de presse. Ils se filment en vidéo, ils font carrément un communiqué de presse. J'ai l'impression que c'est carrément une provocation vis-à-vis de l'État pour leur dire vous êtes impuissants, on fait ce qu'on veut. Bien et sûr. En plus on sort des communiqués. C'est clair. Éric Henry, délégué national du syndicat de police Alliance, vous faites partie de ceux qui pensent que tout moyen, en tout cas pour ralentir le trafic est positif, ou vous êtes comme Sébastien Ménard et Mona Jafarian de dire finalement ça ne servira à rien? Alors je les rejoins assez, même si effectivement faire de la prévention c'est toujours important dans un état de droit, mais c'est vrai que ça c'est limite. On est plus dans la communication là. Et j'aime assez le slogan qu'aurait utilisé M. Bilger, tu consommes, tu approuves. C'est exactement ça. Quand vous savez qu'en France, parce que là on parle de Marseille, mais en France on a environ 4000 points de deal, c'est quand même 2 fois plus que de restaurants McDo. Ah oui. Ça parle quand même. Oui. C'est 4 milliards de bénéfices, je ne parle pas de chiffre d'affaires, c'est 0,1 point du PIB. Ça prouve bien qu'on est quand même dans une situation extrêmement gravissime, avec justement cette pieuvre, cette gangrène, cette édite, qui avance petit à petit et qui infuse son poison. Vous savez, prenons la ville de Marseille, 128 points de deal, comme vous l'avez rappelé, enfin, c'est ce qu'a rappelé le procureur de la République, ça fait quand même un point de deal pour 6700 habitants. C'est fou. Avec un point de deal en moyenne 10 000 € par jour. Ouais. Vous vous rendez compte quand même? On en est, même si les 3/4 sont dans les quartiers nord, on est quand même sur un ratio qui est ahurissant. Je peux aussi en profiter sur votre antenne pour faire un parallèle avec ce qui s'est passé à Cavaillon, vous l'avez aussi souligné. Oui. Là, le message il est clair de cette sphère criminelle, c'est nous qui commandons, c'est ça, c'est 2 points, c'est nous qui commandons, on vous frappe quand on veut, et quand on veut, où on veut. Là, on parle de voitures de police, et puis de la façade du commissariat également, avec des collègues qui se sont vus mourir à l'intérieur. Donc c'est gravissime. Oui, c'est vraiment une guerre des gangs aujourd'hui, enfin une guerre entre la police et... Et là, même si ça reste du symbole, mais c'est quand même la première fois, vous voyez, la DZ Mafia qui se met en scène. Mais ça me fait penser au cartel d'Amérique latine, par exemple. Absolument. Ils font ça. Éric Henry, une question. On avait, il y a quelques années, pénalisé d'une amende les consommateurs, c'est-à-dire les gens qu'on chopait avec, en sortant du point de deal avec 1 ou 2 barrettes de shit. Est-ce que déjà c'est sanctionné? Est-ce qu'il y a beaucoup de sanctions? Est-ce que ça a eu un effet? Et est-ce qu'il y a un bon taux de perception des amendes? Parce que le tout, c'est pas de mettre des amendes, c'est qu'elles soient payées. Le taux de recouvrement est de 40% pour une amende forfaitaire délictuelle de 200 €, ramené à 150 € si vous payez dans les 15 jours, ou majoré à 450 € si vous payez dans les 45 jours. Donc le taux de recouvrement, il est vraiment à la marge pour que c'est un réel sens et parce que ponctionner au portefeuille le consommateur qui, quelque part, qui est complice aussi et qui alimente ces trafics de stupéfiants qui gangrènent, parce que derrière, ça alimente d'autres types d'infractions criminelles et qui, notamment, dont certaines attentent à la sécurité de l'État, je pense, au terrorisme. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Il faudrait augmenter, aller bien plus loin, une amende qui soit beaucoup plus importante, à 1 500 € par exemple, avec aussi des
d'autres possibilités, comme des ponctions sur les aides sociales, en ce qui concerne les majeurs aussi, pour ceux qui ne sont pas solvables. Il y a tout un artifice à mettre autour de ça. Sébastien Ménard et Mona Djafarian veulent réagir. Moi, ce que je trouve effarant, c'est qu'effectivement, on a encore une fois les grandes plateformes, les médias sociaux qui diffusent cette manière de faire, assez lunaire, hein, cette économie parallèle. Je rappelle quand même qu'il y a Pharos, qui est un outil étatique qui permet quand même de signaler, je dirais, pour que ces vidéos, ces contenus soient déréférencés. Ça, il faut le faire. Et à contrario, il faudrait peut-être aussi quelque part scénariser le paiement de ces amendes et de montrer à des gamins qui ne sont pas franchement conscients de ce qu'ils font qu'ils peuvent être attrapés et que regardez comment ça se passe quand on se fait attraper et quand ils font payer et les conséquences que ça peut avoir. C'est ça qu'il faut diffuser. C'est ça que les plateformes devraient massivement diffuser. Philippe Billiger. Le comble, c'est qu'à Cavaillon, il y a eu ces incidents extrêmement graves où des policiers auraient pu mourir. Bien sûr. En réalité, ils ont eu peur d'ailleurs. À la suite de victoire ponctuelle contre le trafic de drogue, et donc c'était la vengeance. Et pour les amendes, bien sûr, elles ne sont pas assez recouvrées et c'est peut-être insuffisant, mais ça suivait tout de même une politique judiciaire qui ne sanctionnait même plus les usages de stupéfiants. Mais moi, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est là c'est Valence qui fait une campagne de communication, mais si toute la France, toutes les communes de France, en fait c'est ça, c'est le problème, c'est que chacun dans son coin fait un petit truc, ça ne peut pas fonctionner. Mais si effectivement on obligeait toutes les communes de France communiquaient sur dessus et que à tous les étages, il n'y a pas que la police qui doit faire son travail. Il y a plein de gens qui doivent travailler dans ce sens. Donc nous, citoyens ou les communes, je pense que ça crée une dynamique. Aujourd'hui, c'est ça le souci. Ça ne réglerait pas tout, bien sûr, mais ce serait un pas très important. Et puis les parents, et puis surtout les consommateurs. Mona. Oui, et puis surtout peut-être aussi expliquer aux gens à quel point en fait le trafic de stupéfiants est intrinsèquement lié aujourd'hui aux attentats, au terrorisme, au trafic d'armes, et qu'en fait consommer du cannabis, fumer un joint, ça permet aussi à des organisations terroristes derrière de nous attaquer. Mais moi, si vous permettez, j'aimerais quand même demander à ce monsieur qui est finalement beaucoup plus à même de nous expliquer qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui au niveau de la police pour pouvoir être efficace contre le trafic de stupéfiants. Attention, la liste est longue. Allez-y. Oui, mais tant qu'à passer un message. Alors, effectivement, la liste est longue. Parce que, en ce qui concerne les trafics de stupéfiants, ça, c'est ce que je vais vous donner un chiffre quand même, qui est celui de la Cour des comptes. C'est 90% des mises en cause sont concentrées dans 3,5% des communes. Donc, vous voyez, déjà, on l'a identifié. Bon. Mais par contre, la lutte contre le trafic de stupéfiants, c'est extrêmement long. Très très long, parce qu'évidemment, il faut amener les preuves, comme toute enquête judiciaire, c'est la charte de la preuve, mais souvent, c'est des ramifications à l'international. Et ça nécessite une coopération policière internationale, et également une coopération judiciaire internationale. Et pas avec des pays qui ne sont pas forcément dans l'Union européenne, avec des pays qui vivent aussi de la production de stupéfiants, comme la Colombie, comme le Maroc, voilà, pour ne citer que. Donc tout ça, c'est difficile à mettre en œuvre si on n'a pas ce continuum de sécurité internationale pour pouvoir justement unifier nos forces de façon à identifier, à mettre hors d'état de nuire les trafiquants, et notamment ça passe aussi par la saisie des avoirs criminels. Les saisies d'avoirs criminels, ça c'est quelque chose de fondamental. Encore faut-il pouvoir le mettre en œuvre par rapport à ce que je viens de vous dire aussi. Sur un temps court en plus. Sur un temps court, exactement. Et nous, les policiers, vous savez, on est pleinement mobilisés, mais on nous demande d'être partout. On est partout. Une priorité en chasse une autre. Même si, là, je rejoins tout le monde, c'est la lutte contre le trafic stupéfiant, c'est fondamental parce que ça alimente d'autres, je l'ai déjà dit tout à l'heure, d'autres infractions comme le trafic d'armes, comme le terrorisme, et ça attente à la sécurité étatique, aux intérêts fondamentaux de l'État. Allez, voilà. Jean-Baptiste, 0826 300 300, vous vouliez réagir, Jean-Baptiste? Oui, je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. J'ajouterais simplement que, utile ou non, en tout cas, c'est important. Cette communication de la ville de Valence, consommer de la drogue n'est pas anodin. Moi, j'ai vécu dans un quartier populaire pendant 20 ans. J'ai travaillé dans des secteurs d'éducation populaire. J'ai eu dans l'immeuble, en fait, des trafiquants de drogue. Et puis, on imagine les règlements de compte que cela peut engendrer. J'ai également eu des amis
qui étaient clients, issus généralement de la bonne bourgeoisie, c'est peut-être pour ça qu'ils votaient à gauche, et qui venaient faire leur tour exotique dans le quartier, et qui étaient contents en fait de fréquenter des durs parce qu'ils consommaient de la drogue, et qui ne se rendaient pas compte de ce que ça impliquait sur la vie des gens du quartier, des balles perdues au climat de terreur. Maintenant, il y en a qui s'en rendent très bien compte, Jean-Baptiste, mais ça leur passe au-dessus du... Voilà, c'est pas leur problème. Oui. C'est la raison pour laquelle il faut des réactions fortes en termes judiciaires, et sortir d'une espèce de banalisation en fait du réflexe de consommation de drogue, et frapper avec autant de force le trafic qui s'est passé à Cavaillon et en fait simplement inaudible dans un état de droit et dans une république forte. Je vais y aller encore une fois de ma petite citation de Pascal. La justice sans force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique. La justice sans force est contredite parce qu'il y a toujours des méchants. Ouais. Le mot de la fin pour vous, Éric Henry, qu'est-ce qu'on peut... voilà, c'est de l'humain aussi qu'il vous faut, ce sont des bras, j'ai envie de dire aussi. Et de la volonté sur politique. Le terrain. Les bras, oui, ce sont des bras, et puis après c'est aussi une réponse étatique, une réponse politique déjà, parce qu'il y a la politique étrangère, la géopolitique est extrêmement importante, aussi dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants. Ce sont encore une fois, sans jeter l'opprobre sur la justice, une réponse pénale extrêmement ferme, et puis que les prisons ne soient plus, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais les clubs med. Quand vous avez des caïds qui continuent à diriger leur trafic à partir, et voire commanditer des meurtres à partir de leurs cellules, ça démontre quand même un réel problème d'autorité de l'État. C'est assez symbolique, mais ce symbole est très fort. Alors voilà, il y a tout un ensemble, parce que là, au moment où je vous parle, ça rentre par tonnes en France, par le biais des ports, malheureusement, le port du Havre, pour ne pas le citer, et autres, même, c'est... constante augmentation, tout type de drogue. On voit qu'il y a une offensive aussi de la cocaïne qui arrive sur le territoire national, et des cartels de mieux en mieux organisés, voire et même des cartels. Et là, c'est gravissime. Enfin, tout est grave, mais encore plus grave, des cartels d'Amérique latine qui commencent à s'engouffrer dans le marché européen, notamment en France. Merci beaucoup, Éric Henry. On a y pensé aussi pour les douaniers, qui ne sont malheureusement pas assez nombreux aussi, et qui font un travail exemplaire au port, et c'est sur ce trafic aussi. Merci beaucoup, Éric Henry, délégué national du syndicat de police Alliance. Dans un instant, le jeu qu'on pourrait vendre à l'étranger mais qu'on va garder pour nous, le qui c'est qui l'a dit, avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, vous êtes en forme, j'ai l'impression. Je suis très en forme. Ça promet. La victoire est peut-être proche. Allez, on fait une pause. On revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. C'est pratiquement, à mon avis, la seule radio où tout le monde peut s'exprimer. Merci. Et ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire et de rare. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix tous les jours de 17h à 19h. J'espère que c'est bien inscrit dans vos agendas. Pas de rendez-vous, pas de trucs, tout ça. Là, on s'arrête. Et surtout pendant le qui c'est qui l'a dit, Philippe. Oui, bien sûr. Le moment clé. Alors aujourd'hui, les acteurs de cette pièce de théâtre, c'est Philippe Bilger aujourd'hui, Sébastien Ménard et Mona Jaffarian. Et avec dans le rôle du trouble fête, Jean-Baptiste, j'ai envie de dire. Oui, Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste, je dis trouble fête parce que il faut que vous gagniez. Et pour gagner, il faut faire un bon lancement de jeu. Allez-y. Je vais faire très simple et très efficace. Hajime, comme au judo, très bien. Allez, on y va. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et le quiz de l'actu, alors Mona est pas très bonne sur ce truc-là. Je le dis. Voilà, déjà, donc ça fait, c'est bancal. Allez, qui c'est qui l'a dit ? 2 points. Depuis l'installation de ce gouvernement, il y a une question qui se pose, c'est de savoir si le Premier ministre, c'est M. Retailleau ou M. Barnier. Jean-Baptiste. Marine Le Pen ? Non. Ah non, c'est un autre bord. C'est un homme. Olivier Faure. Non. Plus loin. Giraud. Mélenchon ? Non. Manuel Bompard. Bonne réponse de Sébastien Ménard qui engrange 2 points. 2 points. Qui c'est qui l'a dit à 2 points Nous devons ralentir le travail pour mieux le faire. Diminuer le travail pour avoir plus de temps pour nous-mêmes. C'est une urgence sociale. Jean-Baptiste. Bonne réponse. Bravo. De Jean-Baptiste. Député écologiste. 2 points. Qui c'est qui l'a dit ? Le RN est devenu la béquille du macronisme. Pas tout de suite. Olivier Faure ?
Comment? Oui, Olivier Faure. Olivier. Ah, mais j'avais pas entendu, mais c'est très bien. Olivier Faure. Je vous avais dit, ça m'arrange, hein. Ça m'arrange qu'il trouve tout de suite. J'avais dit qu'il était très bon, je l'avais senti. Il est très très bon. J'avais dit Hajime. Ouais. Allez-y, Qui c'est Philippe. qui l'a dit à un point? La justice des mineurs ne peut pas être la justice des majeurs. Mélenchon? Non. C'est pas Migaud? Oui. Bonne réponse Philippe de Bilger. Philippe Voilà Bilger. une pensée bouleversante d'originalité. Migaud, garde des Sceaux. Question qui c'est qui l'a dit? 3 points. Et comme ça, on vient de le rhabiller pour l'hiver, Didier Migaud. 3 points sur la réduction du déficit. Tous ceux qui disent qu'on peut y arriver sans augmentation d'impôts, c'est du pipeau. Alors, c'est un ancien ministre et même un ancien ministre des Finances. Bruno Le Maire? Non. Non, un peu avant quand même. Thierry Breton? Non. On parle beaucoup de lui à Noël. Oui. Michel Sapin. Oui. Merci Cécile. Merci Cécile. Bravo. Et moi qui pensais à une dinde dans ma tête, je dis ah bon, on a un politique Enfin, qui s'appelle dinde. Je vais vous dire, vu ce que vous avez aidé Sébastien Ménard, je pense que les autres vraies voix ont les boules. Ah bravo. Bravo. Allez, c'est à moi, Qui c'est à c'est vous. qui l'a dit? Non, c'est à moi. À 3 points. Sur les dissensions entre Michel Barnier et la majorité présidentielle, c'est le décalage horaire. Alors, c'est un maire de ville moyenne. Pas très grande, mais ville moyenne. Ouais. Une ville où on fait de la... Du fromage. Non, une ville où on fait du fromage, très bien. Voilà. Et de la moutarde. Oui. Largement gauchard. Repsamen? Non. Non. Ah donc fromage et moutarde. C'est Meaux. Jean-François Bonne Copé. réponse. C'est Meaux. Mais non. Bah oui, la moutarde et le brie de Meaux, Bah absolument. oui, les amis. Putain, c'est fou. Bon, Ouais. j'avoue que vous m'avez pas mal aidé aujourd'hui. Ouais, mais j'ai gagné. Allez, Non, on c'est n'a pas fini hein. encore. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Calmez-vous, Tornado, calmez-vous. Ah là. Donnez-lui j'allais dire du bromure, mais pas du tout. Ça n'a rien à voir. Elle est sympa avec les vrais voix. Question qui c'est qui l'a dit? 3 points. Tout le monde doit se serrer la ceinture. Il n'y a pas de raison que les collectivités territoriales ne participent pas à l'effort. C'est un député c'est un député ancien ministre. Non. Alors ministre il n'y a pas très longtemps. Et il est du sud-ouest. Cazeneuve. Bonne Thomas Cazenave. Oui, bonne réponse. Non, il a dit Cazeneuve. Ah bah non, c'est Cazeneuve, c'est Cazeneuve. Non, mais non, c'est Cazeneuve. moins 3. Il veut. Non, je suis magnanime, je le donne. Non mais donnez-moi le point. Donnez-moi le point. Pourquoi pas Kazakh pendant que vous êtes ce que vous voulez. On va tourner Kazakh. Qui c'est qui l'a dit? Quel escroc, Sébastien Ménard. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? On peut dire que tout est de la faute des étrangers, ce n'est pas vrai. Le principal problème que nous avons en France est un problème de partage des richesses. Oh, ça doit être Mélenchon. Non. C'est il est sorti de... un nouveau Front populaire, mais pas du tout mélenchoniste. Mais pas du tout. Ruffin? Non. C'est pas Ruffin? Non. Il est avec une hauteur. Une hauteur. C'est Jérôme Guesch. Bonne réponse. Il a été plus rapide. Jérôme Guesch. Ça m'aurait étonné. Ouais. Non, mais là, il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo. Il a une demi-seconde d'avance, excusez-moi. Justement, il faudrait qu'il y ait une photo. On le fait franc. Oh oui, des promesses. Je l'ai vu à la télé ce matin. Et alors, Non, mais j'ai vu aussi Philippe Bilger. Oui, mon frère est gendarme. C'est quoi le... On peut avoir le score, Cécile de Minibus? Allez, le score. C'est pas moi. Sébastien Ménard, 14. Alors là, c'est quand même très fort. Jean-Baptiste, 4. C'est très fort. Philippe Bilger, 1 point. Et il voulait lui en retirer 3. Bravo, Mona. Merci. Mon Dieu. Et vous avez remarqué les applaudissements de Philippe Bilger? Il en a fait 2, genre mollement. Excusez-moi, après avoir parlé de bromure, c'est normal. Je considère que Mona est déloyale. Je regarde son visage et je me détourne de l'attention. Et ben voilà, c'est ça. Tout ça, c'est de la faute de Mona. Et de l'arbitre. Bien sûr. Je vous en prie. En tout cas, merci. Merci Jean-Baptiste, vous avez été un excellent candidat et un très bon auditeur. On était ravis de vous accueillir. Vous revenez quand vous voulez. Et puis dans un instant, donc la météo, le journal et puis le coup de gueule de Philippe David dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Et autour de cette table, Philippe Bilger, Sébastien Ménard et une petite nouvelle, une petite pépite, Mona Jaffarian qui est avec nous, présidente de l'association Femmes Azadi. On valide? Moi je valide. On valide, oui. Oui, ça, on valide. En totale objectivité. Il va falloir qu'elle progresse au CC. C'est qui l'a dit? Ah bah oui, mais ça c'est sûr. Vous pouvez répéter au quoi? Le CC qui. J'ai l'impression d'entendre Bourvil parler de l'eau ferrugineuse là. C'est ça. Quand on connaît pas le titre, on joue pas. Voilà. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Un coup de gueule qui va nous emmener à Tourcoing parce que je suis vraiment très énervé. Allez, et vous nous laissez des messages sur notre répondeur au 0826 300 300, on les écoute. Oui, je viens d'entendre votre coup de gueule et je suis d'accord avec vous. Les baby-boomers qui ont connu les 30 glorieuses, qui ont pu être propriétaires, qui maintenant font des belles plus-values, qui peuvent donner un appartement ou un studio à leurs enfants, qui peuvent donner de bonnes assurances vie. En effet, ceux-là, sans être de gauche, doivent participer. Mais ils vont avoir toutes les combines pour transmettre à leurs enfants et leurs petits-enfants. Et comme je le disais il y a plus de 15 ans à une commerçante avec qui je discutais, ce qui fera la différence, ce sont ceux qui vont hériter de leurs parents et de leurs grands-parents, et les enfants de la classe moyenne dont les parents, avant, par le travail et la promotion, pouvaient arriver à acquérir une maison. Une fan de Philippe David. C'était mon coup de gueule d'hier sur le fait qu'on demande pas d'efforts aux boomers alors qu'on va dire aux jeunes, maintenant vous allez travailler jusqu'à 70 ans et moi ça m'énerve. Vous avez une influence déterminante. C'est incroyable. Hein. En tout cas sur cette dame. Hein, impressionnant, je vous regarde autrement. Sébastien Ménard, vous êtes d'accord avec ça? Parce que c'était l'Institut Montaigne qui veut passer la retraite à 66 ans. Ah oui. Mais a priori sans toucher aux retraités actuels, ce qui pose quand même question, non? Moi je pense qu'il y a effectivement... En fait, les retraités actuels, encore une fois, il faut savoir de quoi on parle. Il y a des tas de gens qui gagnent 1200 balles par mois. Bon, je parle pas d'une homme à 800 balles, des retraités agricoles. Non, mais on va dire que la moyenne est entre 1200 et 1300 euros. Mais vous avez à côté de ça d'anciens dirigeants d'entreprise, des cadres sup, etc., qui ont des retraites des journalistes vedettes très importantes. Et je pense qu'effectivement, il faut demander un effort à ces retraités-là. Mona Jaffarian. Oui, et puis il y a d'autres sources aussi où il faut aller les chercher. Les grandes entreprises qui sont taxées beaucoup moins. Moi, j'ai été chef d'entreprise. Quand on se prend du 20-30% d'imposition et qu'on sait qu'il y a des grands groupes du CAC 40 qui payent 0,5 ou 1%, franchement, ça fait mal, quoi. Et c'est ce genre d'injustice, moi, qui me... Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Vous êtes fâché contre quoi encore aujourd'hui, Philippe? Eh bien, je suis fâché de la manière dont certains de nos dirigeants traitent l'affaire de Tourcoing. Parce que je pense qu'on ne va pas assez loin et qu'on n'a pas conscience de la gravité des faits. On en parle dans un instant. 0826 300 300. Vous savez que vous pouvez commenter à n'importe quelle heure jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix tous les jours. On est ravis de vous retrouver de 17h à 19h du lundi au vendredi avec Philippe Bilger aujourd'hui, Sébastien Ménard, Mona Jaffarian et vous au 0826 300 300 dans un instant. Philippe David, pas dans un instant puisque c'est tout de suite. On aurait préféré que ce soit plus tard, mais on va le faire maintenant. Un grand moment. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et prendre la défense de l'enseignante frappée par une élève qui refusait de retirer son voile il y a quelques jours à Tourcoing. En effet, celle-ci est depuis traitée de tous les noms et même menacée de mort sur les réseaux sociaux, alors qu'elle a juste fait son travail en rappelant à une élève comme étant un délit la loi de 2004 interdisant le port de signes religieux ostentatoires dans les établissements scolaires. Une élève majeure est donc totalement responsable et coupable de ses actes. Vu les menaces subies, on imagine difficilement que cette femme revienne dans cet établissement scolaire, vu ce qu'ont subi deux autres enseignants, Samuel Paty et Dominique Bernard, confrontés eux aussi à la haine islamiste. Dominique Bernard, dont on commémorera l'anniversaire de l'assassinat dimanche. Et plutôt que de ressortir la sempiternelle mélopée, gifler un enseignant, c'est gifler la République, ou encore la République ne cédera rien, je préférerais des actes à la hauteur de la gravité des faits, mais malheureusement, je sais qu'il n'en sera rien, vu la lâcheté de notre
classe politique. On aurait d'ailleurs préféré voir la ministre de l'Éducation aller taper du poing sur la table à Tourcoing plutôt que de débiter ce type de niaiserie dans l'hémicycle. L'enseignante menacée a désormais sa vie brisée, sa carrière brisée. Elle qui était infirmière avant de se reconvertir en professeur. On comprend d'ailleurs mieux le manque de vocation pour exercer ce métier aujourd'hui. Elle a besoin de notre soutien total, d'un soutien total de l'État. Un soutien qui commencera par une peine exemplaire contre l'élève violente. Toute autre peine que de la prison ferme sera un acte de lâcheté et de capitulation. Ne voyez pas dans mes éternuements, mon cher Philippe, une opposition physiologique. J'ai compris que je vous donnais pas de l'urticaire, il n'y a pas de problème. Vous avez totalement raison, mais ne vous faites aucune illusion. Même si une peine sévère est prononcée, il n'y aura pas d'emprisonnement ferme. Alors, moi, je serais pour de la prison ferme. Je vous invite à déjeuner avec Cécile. Oui, très bien. On s'ennuiera moins. Moi, je suis vraiment en colère, quoi. En fait, j'en ai marre. À chaque fois que je vois ce genre d'histoire, je me dis, mais c'est quoi le problème des personnes qui comprennent pas la chance qu'ils ont de vivre dans un pays libre, démocratique, avec l'égalité des droits? Peut-être qu'ils détestent déjà la démocratie et la liberté, permettez-moi de vous le dire. Parce que là, elle refuse d'appliquer une loi qui a 20 ans, c'est donc quelqu'un qui est contre l'état de droit. Laissez parler Mona. Oui, non mais là, je suis remonté comme une pendule, alors c'est pour ça, excusez-moi. Non mais sincèrement, moi aussi, ça m'énerve parce que, effectivement, la laïcité, en plus, pour vous faire plaisir, garantit la liberté de culte qui n'est pas menacée dans ce pays. Donc la moindre des choses, c'est juste de respecter les lois républicaines, d'arrêter avec cette infiltration de l'islamisme partout, que ce soit à l'école, aujourd'hui même dans les centres de loisirs, dans les clubs de sport. Partout, il y a des infiltrations. Et en fait, au bout d'un moment, c'est lassant, effectivement, d'entendre des politiques nous dire la République se tient debout. Mais elle se tient debout. C'est la mélopée qu'on ne supporte plus. Non, mais c'est ça. Il y a un moment, il faut des actes. Et moi, je vous promets, je vous le disais tout à l'heure, là, dehors. Tous les jours, j'ai des dizaines et des dizaines d'enseignants qui m'écrivent sur les réseaux sociaux la boule au ventre parce qu'ils ne peuvent plus enseigner l'histoire, parce qu'ils ne peuvent plus enseigner la géo, ils ont peur de se faire menacer, cracher dessus. Donc il y a un moment, c'est bien d'être dans l'hémicycle, mais c'est mieux d'être sur le terrain et d'être efficace sur le terrain. Sébastien Ménard. Je vais reciter nos quelques références politiques qui vont peut-être faire sourire Philippe Bilger, mais un ancien ministre de l'Intérieur candidat à l'élection présidentielle d'avant 2007 disait à force d'expliquer l'inexplicable, on finit par excuser l'inexcusable. Nicolas Sarkozy. En l'occurrence, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, je suis le premier à dire qu'il ne faut pas une laïcité inquisitrice. C'est-à-dire le premier qui consiste à dire... ça n'existe pas, la laïcité inquisitrice, alors... Non, mais la laïcité, c'est la laïcité. Non, mais derrière la laïcité, on ne va pas non plus se cacher. Il y a des fachos notoires qui sont islamophobes, etc., etc. Donc voilà, c'est aussi... L'islamophobie, c'est un concept des services secrets iraniens. Alors excusez-moi, je saute sur ma chaise. Mais vous pouvez sauter sur votre chaise, mais vous avez le droit de sauter sur votre chaise, et moi j'ai le droit de dire ce que je pense aussi. Voilà. Donc je dis simplement que derrière la laïcité, il y a des tas de gens qui, quelque part, stigmatisent une population. Ce n'était pas le cas à Tourcoing. À Tourcoing, on est dans l'irrévérence, on est dans l'outrance, on est dans le non-respect de la loi. Dans la violence. Et derrière ça, j'y vais, laissez-moi parler, s'il vous plaît, monsieur Philippe David, on est dans la violence. On est dans la violence gratuite. On est dans la violence crasse. Donc qui mérite effectivement d'être réprimandé. Voilà. Après, je suis comme Philippe Bilger. Je ne crois pas à la justice spectacle telle que vous la réclamez. Voilà, il y aura probablement... C'est pas de la justice spectacle. Non, mais attendez, on va pas incarcérer. Elle va pas être incarcérée. La personne qui a giflé le président a été incarcérée. Ça me semblerait pas scandaleux qu'on l'incarcère elle aussi. On va pas revenir sur ce sujet-là. Je dis simplement que aujourd'hui, ce qui est intéressant, en tout cas là pour le coup, c'est que la classe politique, elle est quasi unanime pour condamner, je dirais, cet acte-là, en soutien à, alors peut-être de manière maladroite, comme la ministre, etc., parce que je pense qu'on pourrait faire évidemment beaucoup mieux. Je pense que ce professionnel cette professionnelle de l'éducation nationale devrait être protégé, devrait être en poste et devrait être un exemple pour, je dirais, tous ses pairs. Voilà, ça je suis d'accord avec vous là-dessus. Et sans doute qu'elle va finir comme celui d'avant, qui a pris sa retraite et qu'on n'a pas pu recaser. Et qui a été quand même placé sous protection policière. Bien sûr, on se rend compte de la folie de la situation. C'est ça. Allez, tout de suite, merci beaucoup Philippe David, tout de suite le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités, vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité.
Philippe Bilger voulait parler déclaration d'amour là. De Julien Arnaud, une véritable après Gabriel Attal, après Bruno Retailleau. On a reçu un Julien Arnaud son homonyme. Qui était parfait aussi d'ailleurs, mais Julien Arnaud est un présentateur qui a cette particularité de remplacer des titulaires durant les vacances, alors qu'à mon sens, il est bien meilleur qu'eux. Aussi bien sur TF1 où il a remplacé Gilles Boulot, que dorénavant sur France 2 où il va remplacer Anne-Sophie Lapix. Et je tenais à rendre hommage à cette personnalité que j'ai connue dans d'autres émissions, qui est modeste, qui ne se montre pas, qui ne provoque pas, qui a été, je crois, à Télématin pas longtemps et qui maintenant va partir comme remplaçant de Lapix. Et il y a des êtres comme ça qui ont du talent, de la compétence, mais qui n'ont jamais ce qu'ils méritent. Alors évidemment, c'est pas aux vraies voix que je vais dire ça, puisqu'on a deux animateurs qui méritent d'être où ils sont, et ils sont évidemment irremplaçables, je le constate lors des vacances. Mais donc, voilà. Et donc, j'ai fini, ma chère. Sur Julien Arnaud. Mais le message, c'est qu'il veut plus qu'on prenne de vacances. C'est ce qui m'inquiète un peu. Sébastien Ménard. C'est une injonction. Je suis ravi de savoir que Philippe Bilger a de nouvelles ambitions, de nouveaux amis et de nouvelles passions. Voilà, donc cette fois, je l'ai bien connu sur LCI. Oui. Maintenant, je peux plus y aller, évidemment, mais bon. Oui, c'est un garçon. Non, mais c'est un garçon charmant. À cause de CNews, Mona. Oui, vous connaissez Mona Julien Arnaud? Oui, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais il a l'air sympathique. Il est, et vraiment, je le trouve techniquement très bon dans la. Moi, je connais bien son homonyme qui est extrêmement sympathique et compétent. Oui. Ça y est, on a fait le tour de tous les homonymes. Sébastien Ménard, les macroniens qui ne servent à rien. Ouais, je vais me faire un peu provocateur, mais souvent. C'est pas votre genre. Oh mon Dieu, ce serait bien la première fois. Mais souvent, Philippe David dit qu'il faut apprendre à balayer devant sa porte. Souvent, vous dites ça. Donc, moi qui suis évidemment un fidèle d'un certain nombre de personnalités politiques issues de la majorité sortante, donc en minorité aujourd'hui, et plutôt macronien, moi-même, je me dis que dans le débat, notamment budgétaire en cours, je trouve qu'on devrait, pas tous, mais quelques-uns devraient faire preuve de modestie. Quand je les vois mettre des petits coups de menton, faire des petites sorties, à proposer... C'est Gabriel Attal et Gérald Darmanin non, franchement, non, mais c'est pas... En plus, pour le coup, c'est ni Gabriel, ni Gérald Darmanin, c'est pas eux que je vise, mais on voit des parlementaires qui comptent peu, qui comptent pas, des ministres qui doivent tout... ou d'anciens ministres qui doivent tout, plutôt d'anciens ministres qui doivent tout à Emmanuel Macron, qui sont là déjà, attention, je ne vais pas soutenir, je ne vais pas accepter, je ne vais pas ceci, je ne vais pas cela. J'ai envie de dire, sans déconner, voilà, aider, participer. On a pour le coup un gouvernement quasi d'union nationale qui est au travail avec quelques personnalités de gauche et on peut être de gauche et membre de la majorité, quelques personnalités de droite qui sont membres de la majorité. Oui, il y a des personnalités de gauche. Dans le gouvernement, bien sûr. Agnès Pannier-Runacher, excusez-moi, elle est issue de la majorité, mais elle est de gauche aussi. Non, mais attendez, c'est une réalité, c'est pas la seule. Donc, vous avez des personnalités venues de partout. Donc, effectivement, les macronistes, les macroniens sont encore quelque part, je dirais, aux affaires. Même, ils sont plus majoritaires, mais donc un peu de cohésion, un peu de cohérence, un peu de modestie. Et j'ai envie de dire, avant de dire telle ligne rouge, tel truc, tel machin, etc., que tout le monde se mette autour de la table et que tout le monde se mette au boulot. Voilà, et c'est un macronien qui dit ça. Donc vous leur reprochez de ne pas participer pleinement au gouvernement. Je dis simplement qu'il y a aujourd'hui des gens issus de ma famille politique qui participent pleinement au gouvernement, qui est quelques voix qui s'élèvent, notamment la voix de Darmanin, parce que Darmanin c'est une personnalité politique à part entière. Voilà, il a eu une vie avant, il a une vie pendant, il aura probablement une vie et un destin après. Mais d'autres qui sont totalement insignifiants, qui n'existent que à travers Emmanuel Macron et que grâce à Emmanuel Macron, j'ai envie de dire, voilà, un peu de modestie, un peu de silence, messieurs, et au travail. Mona Javarian.
Oui, bon après c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir et je pense que c'est moi en tout cas ce que je reproche le plus en tant que citoyenne, c'est qu'en fait on s'oppose parce qu'il faut s'opposer en fait dès lors qu'on est dans l'opposition. Tout à fait d'accord. Plutôt, et en fait je pense qu'à un moment il va falloir faire preuve d'un peu de responsabilité républicaine. Ils sont pas dans l'opposition. Oui, mais il y a quand même cette petite revanche par rapport à Emmanuel Macron parce qu'il a dissous, parce que donc il y en a plein qui l'ont vécu comme une trahison. Aujourd'hui, il y a plein de bruits de couloir de députés qui sont. Ce que je dis, c'est que ça sert à rien. Et je pense qu'on a quand même vécu un chaos politique pendant des mois. On a LFI en plus qui est là en train de nous mettre de l'huile sur le feu en permanence. Donc si on pouvait au moins sur la majorité du centre et de la droite pour le moment travailler, ça serait bien parce que je pense que les Français ils en ont vraiment marre. LFI en embuscade qui dans cette cacophonie a récupéré la commission des affaires économiques hier. Voilà. À cause de Wauquiez. Oui. Ouais. Philippe, non? Non, à cause de Wauquiez. À cause de Wauquiez, d'accord. Message à mon ami Sébastien Ménard, l'opposition, c'est fait pour s'opposer. François Mitterrand. Allez, vous restez avec nous. On fait une petite pause. On revient dans un instant avec Mona Jaffarian. On va revenir sur, au contraire de sa branche militaire, Jean-Noël Barrot se considère pas le mouvement politique du Hezbollah comme une organisation terroriste. On va en parler. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix tous les jours de 17h à 19h. Merci en tout cas de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et vous savez que vous pouvez nous rejoindre sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur des plateformes bien entendu comme la chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, c'est peut-être le moment de le faire. Aujourd'hui, Sébastien Ménard est avec nous, Mona Jaffarian et Philippe Bilger bien entendu. C'était le tour de table de l'actu des vraies voix. C'était votre tour, Mona, de votre sujet, en tout cas que vous avez envie de porter aujourd'hui. Ouais, un petit sujet qui m'étrangle un peu puisque j'ai vu l'information passer il y a hier d'ailleurs où Jean-Noël Barrot déclare qu'il ne considère pas la branche politique du Hezbollah comme étant une organisation terroriste. Et du coup moi j'ai eu un peu les poils qui s'hérissent en entendant ça parce que pour rappel donc le Hezbollah est aujourd'hui l'organisation terroriste la plus puissante et la mieux armée au monde, qu'elle a un leader, un chef à sa tête, donc que ce soit branche politique ou branche armée. Et tout à l'heure, on parlait justement des ravages du trafic de stupéfiants. Il faut quand même savoir que le Hezbollah, branche politique, est allié au corps des gardiens de la révolution islamique de l'Iran et qu'ils détiennent à peu près 20% du trafic mondial de cocaïne et qu'ils travaillent avec les cartels sud-américains, qu'ils sont aussi liés au trafic de Captagon, donc ce qui sert quand même à venir attaquer nos salles de concert et nos rédactions de presse. Alors c'est une drogue qui retire toute inhibition. Exactement, et qui permet de faire preuve de cruauté sans plus avoir aucune limite. Donc quand j'entends quand même notre ministre des Affaires étrangères, après le précédent qui nous disait que la République islamique d'Iran maintenait la paix au Proche et au Moyen-Orient, je m'étrangle un peu, voilà. Ouais. Mona, sans vouloir approuver cette déclaration, et je comprends parfaitement pourquoi elle vous choque, voire vous indigne, est-ce que le ministre des Affaires étrangères n'était pas un petit peu contraint de ne pas complètement faire l'impasse sur une possibilité un jour de dialogue, de compromis avec cette branche politique, compte tenu précisément de l'importance du Hezbollah? Justement, je pense qu'il est temps que le Quai d'Orsay et de manière générale l'Occident comprennent que ce que demandent les Libanaises, c'est surtout la souveraineté du Liban, de l'armée libanaise et la fin de la mainmise du Hezbollah sur leur pays qui en a fait aujourd'hui un terrain de jeu pour les ambitions hégémoniques de Khamenei. Donc si nous, en tant qu'Occidentaux, on vient pas épauler un peuple ami qui se retrouve dans une guerre sous des bombes alors que les Libanais ont été très clairs en disant nous ne voulons pas de guerre, ce n'est pas notre guerre, c'est quand même un peuple très résilient, très courageux qui souffre depuis des décennies et la moindre des choses, je pense aujourd'hui pour la diplomatie française, c'est d'épauler leur volonté et pas de négocier avec des terroristes. Sébastien Ménard. Et la doctrine de la diplomatie française, et c'est d'autant plus vrai sous Emmanuel Macron, c'est on parle à tout le monde. Donc on essaye toujours de garder une porte d'entrée, quelque part un vecteur de communication, une cabine téléphonique, comme le disait Stéphane Séjourné, pour entretenir quelque part le lien. Sauf que là où je suis d'accord avec ma collègue à droite, c'est que on peut pas parler avec tout le monde au fond. Voilà, on peut pas parler avec des terroristes et on peut pas parler avec celles et ceux qui bafouent les droits les plus fondamentaux. Voilà, et notamment j'ai une pensée, je vais faire ma Françoise de Gois, mais j'ai une pensée pour une partie de l'humanité, à savoir les femmes. Voilà.
Merci beaucoup, Félix Mathieu. L'Info Plus. Les vraies voix Sud Radio. Qui va présider Renaissance? Le parti macroniste, un duel s'annonce entre Elisabeth Borne et Gabriel Attal avec un net avantage pour le second dans un sondage IFOP pour Sud Radio. Oui, Gabriel Attal devance largement sa prédécesseur à Matignon dans notre balise IFOP fiduciale. 77% des proches de Renaissance disent souhaiter Gabriel Attal à la présidence du parti macroniste. 77% contre seulement 11% pour Elisabeth Borne. Lui a pris la tête du groupe macroniste de l'Assemblée il y a quelques semaines après avoir laissé les clés de Matignon à Michel Barnier. Elle était redevenue députée du Calvados quand justement Gabriel Attal l'avait remplacé comme Premier ministre. Il se trouve que le parti présidentiel réunit ce soir son bureau exécutif pour discuter des modalités de désignation de son prochain dirigeant, puisque le secrétaire général de Renaissance, Stéphane Séjourné, est devenu commissaire européen à Bruxelles. Depuis la création d'En Marche, en tout cas autour de la personne d'Emmanuel Macron, en 2016-2017, le mouvement n'avait jamais eu vraiment de tradition, de congrès, de motion, de courant, pourquoi pas de sous-courant. Alors, évidemment, derrière tout ça, l'enjeu de ce duel entre anciens premiers ministres du second quinquennat, l'enjeu, c'est sans doute l'avenir du macronisme après Macron. Bon, avantage net dans ce sondage à Gabriel Attal pour le moment, on verra. Philippe Bilger. Si le but est, comme beaucoup de gens qui n'aiment pas Gabriel Attal, c'est de gagner les moments importants qui lui permettent de s'ancrer de manière très forte pour 2027. À chaque fois, il gagne, c'est très clair. Alors, probablement n'a-t-il pas le fond qu'on lui prêtait lorsqu'il est devenu Premier ministre, ou encore plus ministre de l'Éducation nationale, mais qu'il batte Elisabeth Borne, s'il le fait, ça ne m'étonne pas. Oh, Fred. Moi, je vais vous parler de ce que je sais, c'est que non, mais c'est une famille politique que je connais un peu, en tout cas de l'intérieur. Donc, on a juste deux profils qui sont humainement diamétralement opposés. Vous avez Elisabeth Borne qui s'est découverte sur le tard une passion pour le militantisme politique, puisque je rappelle que avant d'être ministre du Travail, c'était une haute fonctionnaire, elle était patronne de la RATP, elle a eu d'autres responsabilités d'importance au sein de la République française, mais c'est pas une femme politique à proprement parler au départ, alors que Gabriel est un animal politique. Il n'y a pas une fête départementale où il n'est pas allé, il n'y a pas un candidat aux législatives qu'il n'est pas allé soutenir au détriment de sa propre campagne. Voilà, donc on a quelqu'un qui se mouille, et moi je ne participerai pas à ce scrutin, mais je dis simplement que aujourd'hui on a oui, il y a une volonté du militant de la nouvelle République en marche, Ensemble pour la République aujourd'hui, clairement d'amener, je dirais, au sommet le meilleur des militants. Allez. C'est Gabriel Attal. Mona. Moi je l'aime bien. Moi j'aime bien Gabriel Attal, j'aime bien sa manière de faire et effectivement je pense que par exemple contre un Jordan Bardella, un Gabriel Attal est beaucoup plus efficace. Maintenant, quid de qui va être le candidat pour Exactement. Le centre en fait. Merci beaucoup Félix Mathieu. Et dans un instant, après la tempête Kirk en France, l'ouragan Milton et en Floride, les catastrophes climatiques se multiplient. Peut-on encore limiter les effets du dérèglement climatique? Alors parlons vrai, pensez-vous que ces événements extrêmes vont se multiplier? Craignez-vous que des zones entières de la France deviennent inhabitables? Et à cette question, pouvons-nous encore enrayer les conséquences du dérèglement climatique? Vous dites non à 57%. Vous voulez réagir? On attend vos appels au 0826 300 300. Catherine Durand sera avec nous dans quelques instants, spécialiste des phénomènes météo extrêmes. Malheureusement, on n'a pas le temps pour la question. On fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite, ne bougez pas. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est vraiment agréable d'entendre une radio aussi joyeuse, même que ce soit le 7h du matin et le soir, c'est excellent. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci d'être avec nous jusqu'à 19h ce soir avec autour de nous, bien entendu, Philippe Bilger, Sébastien Ménard, Mona Jaffarian et vous au 0826 300 300. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Dans 35 départements en vigilance orange inondation, vent ou crue, et la Seine-et-Marne en vigilance orange rouge crue autour de la rivière du Grand Morin. La dépression Kirk s'abat sur la France. La montée des eaux a été très rapide. En quelques heures, l'hameçon est sorti de son lit. Ces maisons en contrebas ont été submergées. Ouais, vous voyez, on était au moins à 30 cm d'eau.
Plus les heures passent, plus le ciel s'assombrit en Floride. Le vent se renforce. Je suis assez anxieux, je me suis plus préparé cette fois. Avant, je me disais, c'est seulement une tempête. Mais cet ouragan, il est vraiment mauvais, il arrive droit sur nous. L'ouragan Milton s'annonce destructeur. De catégorie 5, l'échelle maximale. Lorsqu'il touchera terre, il devrait rétrograder, mais le vent atteindra 200 km/h. Et la dépression Kirk a balayé la France. 67 000 foyers privés d'électricité, des centres-villes inondés et un plaisancier, je le rappelle, décédé au large de Sète. Une situation beaucoup plus critique et beaucoup plus grave encore aux États-Unis. Alors parlons vrai, est-ce que la solution ne vient pas des pays qui sont les gros pollueurs? Vit-on un dérèglement ou un réchauffement climatique? Et à cette question, pouvons-nous encore enrayer les conséquences du dérèglement climatique? Vous dites non à 57%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité spécialiste Karine Durand est avec nous, spécialiste des phénomènes météo extrêmes. Merci d'avoir accepté notre invitation, Philippe. On est subjugué quand on voit ce qui se passe dans le ciel aujourd'hui. On se demande si un jour on arrivera à endiguer ce qui nous arrive. Alors même ceux qui sont sceptiques ou qui sont ignorants comme moi, on est obligé de considérer que ce qui se passe dans notre climat, aussi bien national qu'international, révèle des bouleversements qu'on n'a pas connus. Et je voudrais savoir tout à l'heure si, au fond, si la France est à la hauteur en ce qui concerne la lutte contre le réchauffement et contre tous les dérèglements du climat, ou si, en définitive, elle n'a pas une action assez efficace, tout simplement parce qu'elle s'estime très minimaliste dans ces fléaux qui sévissent dans le monde entier. Mona Jaffarian. Moi c'est un peu pareil. En fait, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas. On se sent tout petit face à la nature. On comprend pas très bien à notre petite échelle ce qu'on peut faire. Et en même temps, on réalise bien l'urgence de la situation. Donc effectivement, est-ce que c'est trop tard? C'est pas trop tard. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour endiguer ce phénomène dramatique? Exactement. Sébastien Ménard. Alors, ce qu'il faut capter, c'est qu'il n'y aura pas de retour en arrière. C'est-à-dire que même si on décide, et les uns et les autres, d'être totalement vertueux... les glaciers fondus ne reviendront pas. Voilà, les glaciers, c'est comme quand un œuf, vous faites cuire un œuf, une fois qu'il est coagulé, vous ne pourrez plus le remettre dans sa coquille. C'est définitivement fini. Un œuf au plat, enfin j'attends. Voilà, donc voilà, c'est ma théorie de l'œuf au plat. C'était le conseil culinaire j'aurais pas vu cet exemple. Madame, vous le dites. C'est que le monde tel qu'il est tel qu'il a évolué, environnementalement parlant, il y aura plus de retour en arrière. La seule chose qu'on peut tenter de faire aujourd'hui, c'est d'en limiter quelque part les changements. Le monde a changé. Voilà, aujourd'hui, vous vous rendez compte, moi je le vois notamment au Pays Basque. Au Pays Basque, on a le climat, je dirais, du milieu de l'Espagne d'il y a 10 ans. C'est plus chaud, c'est quelqu'un un peu partout. C'est un peu partout. Donc, mais il faut juste comprendre les causes de ce réchauffement climatique. Alors, les gens sont persuadés que c'est les transports, c'est les énergies fossiles, etc. On va demander à une spécialiste. Et moi, je dis, parce que c'est aussi mon métier, que la première des pollutions, c'est la bouffe. Voilà. C'est la première des pollutions devant toutes les autres. Quand aujourd'hui vous avez 2/3, 3/4 des productions agricoles mondiales qui servent à nourrir du bétail, et je suis carnivore, donc je mange de la viande, mais il faut simplement comprendre que vous avez toute une partie de l'humanité qui rêve de vivre comme nous, et qui feront tout pour vivre comme nous, mais qui n'auront pas, la planète n'a pas les moyens, quelque part, de faire en sorte qu'on soit tous égaux. On va lui poser la question. Karine Durand, qui est avec nous, spécialiste des phénomènes météo extrêmes. Vous avez entendu nos vraies voix. Il y a, j'imagine, du bon et du mauvais. Et il y a à boire et à manger, là c'est le cas de le dire. Aujourd'hui, la question que l'on pose, est-ce qu'on peut réellement enrayer? Aujourd'hui, c'est des dérèglements climatiques. C'est la question que tout le monde se pose. Et la seconde question est de dire comment? Bonjour à tous. Alors oui, en fait, il ne faut pas être trop
trop pessimiste, même si c'est vrai que l'actualité nous pousse un petit peu à l'être. Il y a quand même des solutions que tout le monde connaît, que les scientifiques justement proposent lors des COP notamment chaque année. Le problème, c'est que ces solutions, elles sont pas forcément mises en œuvre. Alors on va être honnête, c'est un immense chantier, ça va pas être facile du tout. Ça veut dire peut-être renoncer à une petite partie de notre confort, et c'est vrai que personne ne veut renoncer à son confort et à ses manières de faire. Ça, c'est évident. C'est un gros chantier pour les gouvernements qui doivent se mettre d'accord entre eux, et on voit dans l'actualité que les gouvernements n'arrivent pas de toute manière à se mettre d'accord entre eux. Mais il y a plusieurs choses. Déjà, on peut quand même atténuer le réchauffement climatique. C'est possible. On peut l'atténuer par plusieurs moyens. Le secteur des transports, c'est un secteur qui est très émetteur de gaz à effet de serre. La voiture en particulier. Je dis ça, mais je conduis moi-même, donc je suis concernée. Mais c'est vrai que la voiture individuelle, c'est un petit peu le fléau entre guillemets des transports. Il y a des solutions. La voiture électrique, c'est pas forcément non plus une solution parfaite. Il y a aussi des problèmes avec la voiture électrique, mais on n'a pas forcément mieux pour le moment que de se pencher là-dessus. Après, comme l'un d'entre vous l'a dit, il y a également le secteur de l'alimentation, de l'agriculture, qui est émetteur également de gaz à effet de serre. Et là, en fait, c'est nous, le consommateur, par nos choix, qui pouvons agir, choisir de consommer des produits qui sont plus favorables à la planète. Et maintenant, on a plein d'indications qui nous permettent de le savoir. Et ça, c'est un rôle énorme. Si on pousse justement, si on favorise ces produits-là, on va avoir un rôle, on va inciter les éleveurs, les agriculteurs qui font du bon travail, qui arrivent à le faire, à justement continuer. Ça, c'est très important, nos choix de consommation. Ensuite, il y a le secteur du bâtiment, de la construction, qui a un rôle aussi énorme. Et en France, à ce niveau-là, on est vraiment un très, très, très mauvais élève. En Europe, on est l'un des pires élèves en France. On construit à tout va sur des zones naturelles. On artificialise les littoraux, les côtes. On est le pays en Europe, en France, qui artificialise le plus ces sols actuellement en France. Ça, c'est un rôle énorme, déjà parce que ça dégage beaucoup de pollution. Et en plus, comme on l'a vu dans les catastrophes qu'on a connues ces dernières années, la pluie ruisselle, la pluie ne peut plus être absorbée. Donc ça aussi, c'est un problème immense. Donc oui, on peut jouer justement sur le réchauffement climatique par nos choix. Après, il faut être honnête aussi. Il n'y a pas que le consommateur qui peut faire quelque chose. C'est aussi la part des gouvernements d'arriver à mettre des grandes mesures en route. Et ça, c'est très dur parce qu'un gouvernement ne veut pas le faire seul. Il attend que les autres le fassent. Et c'est là le problème, justement. C'est un problème vraiment international. Après, je voulais souligner quelque chose d'autre, c'est qu'à le niveau local, c'est vrai que changer le monde, c'est quand même très très dur à notre niveau. Au niveau local, on peut faire des efforts sur sa ville. On peut inciter sa ville à végétaliser davantage les quartiers pour absorber les trop-pleins d'eau aussi, également à moins bétonner. Voilà, il y a plein d'actions qu'on peut mettre en place dans sa ville et c'est déjà le début. On peut faire quelque chose au niveau très local avant de vouloir complètement changer le monde. Philippe Bilger. Justement, quelle évaluation faites-vous de la politique française sur le plan de l'écologie ? Alors la politique française, elle est loin d'être la pire dans le monde, donc faut pas être trop négatif non plus. On fait des efforts en France au niveau des énergies renouvelables. Il y a de grands efforts qui sont faits en France à ce niveau-là. C'est une bonne chose. Par contre, par exemple, les énergies renouvelables, c'est bien, mais on voit que ça se développe parfois à tout va, n'importe comment. On met des panneaux solaires dans la nature, ce qui est vraiment contre-productif. Et là, ça mériterait d'être vraiment réglementé. Donc, je pense qu'il y a des bonnes initiatives en France. Il ne faut pas le renier. Après, c'est pas forcément très bien organisé et c'est ça le souci. On a plein d'organisations, d'associations qui font du très bon travail encore au niveau local. Mais au niveau général, c'est l'organisation qui fait un petit peu défaut. Et on a beaucoup de retard aussi en France sur tout ce qui est la gestion des catastrophes. On n'est pas préparé à la montée des eaux du tout. Il y a une étude qui est sortie récemment qui révèle qu'on est l'un des pires pays au niveau de la préparation à la montée des eaux, alors qu'on est très concerné sur le nord-ouest du pays, les Hauts-de-France notamment. Voilà, on manque de préparation. Moi, je travaille parfois avec l'international et je vous assure que dans des pays comme l'Inde et comme l'Afrique, on est davantage parfois préparé aux catastrophes dans beaucoup de ces pays. Mona Djafarian. Justement, c'est ce que j'allais dire, parce que imaginons même qu'on ait une politique parfaite et qu'on soit super bon élève, est-ce que ça suffit à inverser la machine quand on sait que la majorité des émissions justement ne viennent pas de nous et viennent d'autres pays? Donc est-ce que ça suffirait, ou est-ce que tant que tous les pays ne se responsabilisent pas, finalement c'est un pavé dans la main? Quand on voit que la Chine ouvre des centrales à charbon toutes les semaines et que l'Allemagne en rouvre à lignite, est-ce que c'est pas... C'est vider la mer avec une petite cuillère, c'est ça. Oui, ça c'est vrai. En fait, la France est un petit pays, on va pas se le cacher, c'est en 1% à peu près, 1,5% des effets de gaz à effet de serre. Mais en fait, il y a plein de pays, il y a une vingtaine ou une trentaine de pays qui émettent 1% des effets de gaz à effet de serre. Si tous ces pays s'y mettent, là, ça aura un impact
énorme. Donc oui, la France ne va pas sauver la planète, c'est sûr, mais si tous les pays européens commencent à s'influencer les uns les autres, et le problème c'est que chacun ne veut pas être en désavantage par rapport à l'autre, donc attend que l'autre le fasse. Alors si tout le monde s'harmonise et se met à le faire, et la France est quand même un pays influent, je pense, et bien là, on aura vraiment un impact. C'est l'Europe qui va avoir un impact plus que la France toute seule, évidemment. Mais après, il faut rappeler que 1% même, ça a quand même un effet au niveau de l'atmosphère. Et au moins, la France peut essayer de ne pas continuer à aggraver les choses, à être un exemple pour le reste du monde. Et ça, je pense que ça peut marcher. Sébastien Ménard. Très court, Sébastien. C'est déjà le cas. La France est déjà un exemple en matière de transition écologique et je dirais de sobriété énergétique. Une question très courte pour une réponse très courte. Sébastien Ménard dit qu'on ne peut pas revenir en arrière, mais il peut y avoir un retour d'un phénomène de glaciation comme on en a vécu à l'époque à travers les âges ? Alors, je dirais que c'est pas impossible théoriquement. Il faudrait un immense changement sur la planète et dans l'atmosphère. Clairement, on va pas revenir en arrière en quelques années. Ah non, mais j'ai pas dit en 6 mois, évidemment. Plusieurs dizaines, centaines d'années, mais je dirais que c'est pas impossible si on met vraiment des mesures en place. Après, il y a une variabilité naturelle du climat aussi, mais c'est vrai que cette variabilité est de plus en plus bouleversée quand même par le réchauffement climatique. En tout cas, je dirais que ça vaut le coup d'essayer, et qu'on voit ces derniers temps en fait que parfois les météorologues, les climatologues prévoient des événements et ça se passe pas totalement comme on pourrait le penser. Des fois c'est pire que ce qu'on imagine, des fois finalement c'est pas aussi terrible que ce qu'on imagine. Donc je dirais que tout est possible, et au niveau du climat on a encore beaucoup à apprendre, et si on fait des efforts, si le monde entier fait des efforts associés peut-être à une variabilité naturelle qui par moment est un peu plus favorable et par moment un peu moins favorable, eh bien en tout cas le retour en arrière pourrait se faire, mais vraiment, ce ne sera pas tout de suite. Oh, merci beaucoup Karine Durand, spécialiste des phénomènes météo extrêmes. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui est un peu positif, voilà, qui est clair. Exactement, qui est clair, et surtout, on a bien compris que le problème, en tout cas la vérité commune, c'est la pédagogie des uns et des autres. Merci beaucoup Sébastien Ménard. Vous développez un autre égard. Exactement, je fais beaucoup de pédagogie, mais ça ne fonctionne pas beaucoup avec vous. Mona, par ailleurs, merci d'avoir été avec nous. Philippe Bilger, merci beaucoup. Dans un instant, on va parler automobile, beaucoup de voitures électriques, puisque c'est les vraies voix qui font rouler la France. Allez, à tout de suite, on est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h.